Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette troisième édition du webinaire de la série ESEF que nous co-animons avec notre partenaire corporatif. Aujourd'hui, cette session est dédiée à l'utilisation des données par les analystes et à la préparation du format ESEF en vue de la clôture 2023 qui est maintenant imminente. Je rappelle que ce webinaire est enregistré, le replay sera disponible dans quelques jours et que vous pouvez poser vos questions dans le chat, on y répondra en fin de présentation. Je suis Xavier Nick, associé audit dans le secteur des technologies. J'accompagne à ce titre plusieurs de mes pairs cotés. Et je pilote également la transformation digitale du métier audit, et notamment le déploiement de notre outil Prism ESEF qui facilite l'audit de l'information ISBRL. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Olivier Pine et Jean-François Bouilly en leur qualité d'analyste financier pour CFA Institute et CFA Société France, Alexandre Pratt-Fourcade, CEO de Corporating, Marie Seller, directrice des affaires comptables de l'AMF, et Astrid Montagnier, associée KPMG, Global Assurance, normes comptables et reporting. Au programme, nous allons commencer par faire un tour du côté des États-Unis, où les analystes utilisent depuis plus de 12 ans maintenant les données XBRL. Puis Olivier complétera ce point de vue américain par l'utilisation des données réalisées au niveau de CFA France. Et Jean-François nous fournira un témoignage de professionnels de la gestion d'actifs. Nous poursuivrons avec Alexandre, qui nous montrera comment les données XBRL peuvent être exploitées dès aujourd'hui. Après ce tour d'horizon des possibilités offertes par la digitalisation des données, on reviendra aux conditions préalables de leur exploitation qui résident dans leur qualité et leur conformité. À ce sujet, Marie partagera les observations de l'AMF sur le dépôt 2022. On passera ensuite à la préparation des dépôts 2023. Et pour ce faire, Marie commentera les nouvelles dispositions du manuel de reporting et Astrid partagera nos préconisations pour l'organisation de la clôture à venir. Et pour commencer, afin de mieux comprendre le point de vue des investisseurs et utilisateurs de la donnée financière concernant le développement XBRL, nous vous présenterons en ouverture une courte vidéo enregistrée par Sandra Peters, basée à New York, et qui dirige l'activité reporting financier et affaires comptables pour CFA Institute. L'organisation milite depuis longtemps en faveur d'une information financière de qualité et de développement technologique qui permettent d'améliorer l'accès à cette donnée. Sandra Peters est également active dans le monde de l'IFRS puisqu'elle fait partie de l'IFRS Advisory Council, de l'ISB, et qu'elle a été membre de l'IFRIC. Je vous laisse écouter son témoignage sur ce que permet le format XBRL depuis des années aux États-Unis et dont on voit les prémices aujourd'hui en Europe. Thanks for inviting me to present today at your conference on the submission and use of ESEF data. I'm Sandy Peters, and I lead CFA Institute's advocacy efforts related to information for investment decision-making. This includes financial reporting and sustainability information and the audit or assurance over such information. CFA Institute's history is rooted in the 1933 and 1934 U.S. Securities Acts, passed following the Great Depression, which reformed the information provided by companies to investors. In fact, if you read the two books on our history, those being From Practice to Profession and The Gold Standard, you will find that the first several chapters are dedicated to the evolution of information in capital markets and how securities regulations in the US and globally changed the trajectory of investment analysis and decision-making. It was the proliferation of information, because information is the lifeblood of investment analysis and the oil which keeps the engine of capital markets running, that began our organization. It's meant to give you the context and a clue as to why CFA Institute has promoted the use of technology, including XBRL, to better standardize and access the information we find so valuable for investment decision-making. It's also why we care so significantly about the tagging and structuring of data, the purpose of your conference today. CFA Institute's support of XBRL, which was formally considered created in 2003, but which was derived from XML created in the late 1990s, began as far back as at least 2005. While banking regulators are first attributed with using XBRL, CFA Institute saw the potential of XBRL to standardize, structure, and make more accessible
corporate reporting information, which we viewed as so important to our work. CFA Institute was a strong supporter of former SEC Chairman Cox's 2008 rule to require the use of XBRL for periodic filings of U.S. registrants, beginning using a staggered adoption approach in 2009. Since the required adoption of XBRL in the U.S., CFA Institute has included in all our comment letters to the SEC the necessity of tagging all sorts of data filed electronically with the Commission. Since the requirement to adopt XBRL in the U.S. in 2009, we heard almost immediately and continually from company preparers that investors they asked said they did not use XBRL data. Most investors use data providers. The mechanics of how the data gets scraped is not what they want to focus on. It's the quality and usefulness of the data. We heard this refrain on the use of XBRL data nearly continually from 2010 to say 2019. Interestingly, I don't hear that refrain in the US anymore. There is much more acceptance that structuring of data is useful and here to stay. I would also note that CFA Institute has long advocated for assurance over the tagging of XBRL data. Our view is that if we are using XBRL data, then the integrity of this last step of the reporting process must be validated to reduce the existence of errors. I also think it's useful to highlight that CFA Institute hasn't simply advocated for data to be tagged and structured. We've also used the data. In 2020, for example, in preparing a comment letter to accounting standard setters on this potential project to revert to the amortization of goodwill, I used CalcBench's XBRL data to gather the size of goodwill balances for all U.S. publicly listed companies, compare those goodwill balances to the size of their equity, and then manipulate the data to determine the impact of a change to amortization on the companies and the market more broadly. I did this all with XBRL tag data from CalcBench. Here's the rub, however. When doing a thought leadership piece on goodwill some 2 years later, in late 2021, I was not able to obtain this information globally without buying the data from a much more expensive data provider. I have used the data to size many issues, but one of my favorite parts of the CalcBench XBRL database is my ability to search across all SEC filings for things like how many companies mention their use of Amazon Web Services as a concentration list, and how many companies hold crypto assets. This is why we want and use XBRL data. Our work on XBRL continues beyond the US and the legacy of the last decade. For the last 5 or 6 years, I've had those steeped in XBRL technology and its data usage on my advisory committee to keep us abreast of what's going on globally. As far back as 2015, we have issued comment letters supporting the adoption of data tagging and structuring in Europe using the European Single Electronic Format. And we are monitoring the European adoption of XBRL. We hear many of the same issues in Europe regarding the use case for XBRL and the quality of the data as we heard in the early 2010s during the US adoption. That said, we also hear the adoption within the European Union is more challenging for users as the data is decentralized and fragmented. We have always supported a single repository for European filings, and as recently as 2021, we reiterated our support to the European Commission on the importance of the European Single Electronic Access Point, or ESAP. As it relates to sustainability, folks like XBRL International, the ISSB, and others have been working to develop a single taxonomy for sustainability information, a topic too sizable to address today. But an effort is underway that investors and preparers should follow and engage in to ensure the consistency and quality of the sustainability data. On the quality and assurance front, we will continue to pursue data quality and assurance over XBRL information. Our vision has always been one of data tagging at the beginning of the accounting process, not at the end of the process. With all that said, let me close by saying that 20 years ago, CFA Institute saw the promise of better structured data for professional analysts and investors, and we have pursued that vision during this time. The current conversation on artificial intelligence and machine learning only highlights
why we thought structuring of data was important back then, and why we continue to believe that today. High quality, globally consistent data is integral to the consumption and utilization of information for investment decision making. As I said at the outset, information is the lifeblood of investment analysis and fair and transparent capital markets. Thanks for allowing me to share CFA Institute's investor views on the importance of data tagging broadly and XBRL specifically. Bonjour à tous, mon nom est Olivier Fine, je suis responsable de l'activité advocacy et recherche en stratégie et politique de marché pour CFA Institute basé à Londres. Je voudrais remercier KPMG Corporate Teams pour nous associer à leur conférence. Nous avons proposé cette vidéo avec Sandy Peters parce qu'elle met bien en lumière les points que l'on souhaite aborder aujourd'hui avec vous, explique notamment pourquoi nous avons mené cette enquête auprès de nos membres en France pour essayer de comprendre un peu mieux la dichotomie qui existe entre émetteurs et utilisateurs de données sur l'utilisation qu'on peut faire de la technologie pour utiliser au mieux une donnée de qualité fournie par les émetteurs. On s'est rendu compte, en tout cas dans mon cas, je me suis rendu compte qu'il existait un retard en Europe sur la façon dont cette donnée est utilisée par rapport aux États-Unis. Et donc on a voulu comprendre un petit peu mieux l'opinion qu'avaient les analystes membres de CFA France sur cette question. On leur a posé un certain nombre de questions pour essayer de voir avec eux s'ils avaient connaissance déjà de ces développements technologiques et réglementaires et s'ils n'en avaient pas conscience, comment ils pourraient améliorer leur travail en utilisant cette technologie. Les résultats de l'enquête apparaissent sur votre écran ici, sont assez évocateurs. On a mené cette enquête au printemps de 2023 en association entre CFA Institute, CFA France et avec l'aide de l'association XBRL en France. 50% des professionnels interrogés utilisent les données directement issues des publications des émetteurs. Le souci, c'est que c'est probablement un processus encore très manuel. 57% recalculent eux-mêmes leur ratio. 80% pensent que la digitalisation des données sources permet de gagner en productivité. C'est totalement en contraste avec le fait que ces mêmes 80%, ou à peu près, n'ont même pas connaissance de la réglementation SF ou des développements technologiques reliés à XBRL. Et 40% voulaient savoir s'ils étaient disposés à travailler avec nous. 40% voudraient en savoir plus et s'impliquer dans des groupes de travail. Donc, cette étude nous permet de mettre en lumière le problème de communication, cette dichotomie entre émetteurs et utilisateurs, et de poursuivre le travail pour démontrer aux émetteurs que les analystes veulent se servir de cette données et veulent améliorer la qualité de leur travail d'analyse. Je voudrais maintenant passer la main à mon collègue Jean-François Bouilly, qui est membre de CFA France et responsable de l'activité advocacy, qui va nous proposer un témoignage au nom des analystes sur ce problème. Merci Jean-François. Bonjour à tous, merci KPMG de donner l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui est effectivement essentiel pour les professionnels de l'investissement. Donc je suis Jean-François Bouilly, responsable de l'advocacy de l'association CFA France. Nous regroupons 1500 professionnels de l'investissement, gérants, analystes ou autres. Nous sommes tous des utilisateurs passionnés et avides de l'information et de la donnée financière, et maintenant de plus en plus de la donnée extra-financière. Je serai bref parce que les intervenants succéderont sont plus passionnants, mais je voulais apporter un témoignage sur l'utilisation que j'ai pu faire dans ma carrière assez longue sur les données financières. J'ai travaillé avec beaucoup de fournisseurs dès la première phase de digitalisation, je dirais, de ces informations. Et j'ai aussi travaillé de façon très transverse sur les différents marchés mondiaux, tant en Asie qu'aux États-Unis et un peu plus récemment en Europe. Mon message est plutôt de constater, j'aimerais pouvoir mettre en avant l'importance peut-être pour les émetteurs
de fournir une information qui est un peu plus systématique et un peu mieux organisée. J'ai souvent constaté que l'information périodique était parfois parcellaire et rendait plus difficile toute analyse transverse quand on voulait comparer, indépendamment des soucis de comptabilité, de pouvoir en fait essayer de comprendre comment pouvaient évaluer les différents agrégates. Donc, sur ce témoignage très court, nous permettre de mettre en avant en fait on a travaillé depuis une dizaine d'années sur XBRL et l'intérêt. Cette nouvelle phase de digitalisation qu'on peut voir en Europe est aussi l'occasion d'essayer de faire comprendre l'importance d'une publication régulière et d'une information qui ne doit pas être trop parcellaire de la part des différents émetteurs. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Alexandre pour rentrer beaucoup plus dans le détail sur XBRL. Merci beaucoup. Merci Jean-François pour ce témoignage et merci à CFA Institute aussi pour leur concours sur cette étude qui va nous permettre justement de rentrer plus dans le détail de comment ces données peuvent être utilisées. En parlant notamment d'utilisation, KPMG a aussi ouvert la voie sur cette étude, sur ce volet, avec cette première étude liée à l'hyperinflation. KPMG a cherché à utiliser les données afin de mener une étude sur quelles étaient les disclosures qui étaient faites par les émetteurs au sujet de l'hyperinflation, mais aussi quels étaient les éléments qui étaient utilisés, les présentations qui étaient faites dans les états financiers. Pour ce faire, ils se sont basés aussi sur le tagging qui est fait en ESEF, et c'est grâce à la digitalisation de ces données qu'ils ont pu analyser plusieurs milliers d'émetteurs en même temps, là où en temps normal, en utilisant un processus manuel traditionnel, l'étude se serait limitée sans doute à quelques dizaines d'émetteurs. Cette étude sera disponible d'ici la fin de l'année, donc je vous encourage bien entendu à suivre l'actualité de KPMG pour voir un peu quelles vont être les conclusions de cette étude. En attendant, je vous propose de plonger au cœur du réacteur et de voir comment on peut utiliser ces données. Donc, il suffit de se connecter à la plateforme donc on a développée qui est Corporatings, où on va centraliser l'ensemble des données qui sont présentées sous le format XBRL. On va arriver sur un premier dashboard où on va voir les dernières données consultées. Puis on peut se rendre sur cette page benchmark. On va retrouver différents types de benchmark. Un premier qui va donner des informations sur le pourcentage d'utilisation de chaque tag, ce qui peut être utilisé notamment dans le cadre de l'hyperinflation, pour connaître un peu les niveaux de publication. Et benchmark qu'on réalise sur l'utilisation et le lien qu'il peut y avoir entre un label dans sa version papier et le tag qui est utilisé. Et puis on va plonger dans cette partie sur l'utilisation des notes pour voir comment on peut utiliser aussi toute cette donnée des blocs tags. Donc, on peut taper un mot-clé, on va rechercher dans l'ensemble des notes. Là, c'est intéressant de voir, on va faire une recherche qui est sémantique, c'est-à-dire qu'on va rechercher pas seulement le mot-clé, mais aussi tout un champ lexical autour de cette note. Donc, on va voir apparaître le nom d'une première société, le premier tag qui a été utilisé pour parler de l'hyperinflation dans le cadre de son reporting. Et on va, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment une recherche qui est sémantique. Donc, on va être complètement indépendant des sujets de langue. On peut télécharger toutes ces données si on veut réaliser, bien sûr, des statistiques plus poussées par pays, par secteur d'activité ou autre. On va faire un premier filtrage qui va nous permettre d'aller rechercher, par exemple, sur tous les émetteurs qui publient en français dans un secteur spécifique et identifier vraiment tous ceux qui publient sous ce format-là et toutes les publications qui sont faites sous ce format. Et donc, on va retrouver ici, par exemple, sur un émetteur, quelle est précisément la donnée qu'on trouve et les informations. On est quand même capable d'aller rechercher de l'information extrêmement granulaire avec ce processus. Ça, c'est extrêmement riche, évidemment, quand on veut mener ce type d'études. On peut aussi mener une analyse, on va dire, plus simple, indépendamment des recherches qu'on veut faire sur l'hyperinflation. Typiquement, rechercher juste certaines sociétés dans un pays ou dans un secteur d'activité. Donc là, on va filtrer sur certains pays avec un secteur d'activité. On va pouvoir sélectionner les sociétés. Typiquement, là, le cas d'usage qu'on pourrait avoir, c'est de se dire comment je vais pouvoir comparer les notes et la communication financière de plusieurs émetteurs
sur un sujet spécifique donné. Donc, on va faire ce qu'on appelle une comparaison side by side. On va essayer de mettre des notes ou des parties d'annexes côte à côte afin de faire cette recherche. On va faire une recherche sur, par exemple, les segments opérationnels qui sont publiés par un émetteur et on va voir 2 notes. Ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà, sur la partie de gauche, on va voir une première note qui est vraiment très lisible, bien publiée. On voit qu'on a un tableau qui ressemble vraiment très fortement à un tableau. On a des données qu'on peut récupérer facilement. Sur la partie droite, en revanche, ici, on va avoir des données qui sont moins bien présentées et voilà, on a du mal à reconstituer l'information et à comprendre ce qu'a vraiment voulu nous dire l'émetteur dans ce cas-là. Alors qu'ici, avec cette donnée-là, ce niveau de qualité, ici, on est capable vraiment de reprendre toutes les données, de presque les copier-coller, les reprendre dans Excel. On va voir ça, on va voir aussi ce que permet finalement, quel est l'avantage de présenter ces données sous ce format-là. C'est que si on se rend sur la page d'une société et qu'on recherche une note spécifique, on va voir quel est le traitement qu'on peut faire de ces notes. Quand on parle de qualité de données des annexes, c'est aussi quel est l'usage qu'on va pouvoir en faire. Ce n'est pas juste une question liée à bien sûr la question de la conformité, mais c'est aussi intéressant de savoir ce qu'on peut en faire. Et donc, quand on retrouve un type de tableau bien formaté, on peut facilement, avec quelques traitements, en fait, reconstituer un tableau qu'on peut facilement après extraire et mettre sous Excel et donc reconstruire après des comparaisons, des séries historiques, etc. Et donc, c'est toute cette analyse qui va permettre, et tout ce travail de technologie qui va permettre ensuite d'analyser d'une meilleure façon toutes les données. Alors, quand je parlais de la lisibilité des notes, on a réalisé aussi quelques statistiques sur la base de données pour voir quel était le niveau de lisibilité de ces notes. On a environ 40% des données tabulaires qui sont parfaitement bien présentées, bien exploitables en France. Globalement, la France est dans la moyenne là-dessus en Europe. Il reste quand même certains chemins à parcourir. Les points positifs, on est quand même plus avancé que certains pays, comme la Finlande, le Royaume-Uni. Et d'autres pays font quand même bien mieux que nous, comme l'Allemagne, la Pologne et l'Autriche. Donc ça, c'est bien sûr notre point de vue à nous, d'utilisateurs de données financières qui souhaitons utiliser les données et rechercher un maximum de données granulaires. Et on a travaillé, bien entendu, en collaboration avec Euronext et KPMG pour rentrer plus dans le détail aussi de tous ces points qui peuvent gêner l'interprétation et l'analyse des données, avec typiquement des anomalies d'échelle dans 14% des cas, sur, par exemple, les résultats par action, ou même des erreurs de signe dans 30% des cas. Là, ça peut vraiment changer la valorisation qu'on peut avoir d'une entreprise. Et sur tous ces sujets, je vais laisser la main à Marie, qui sera bien mieux placée que moi pour vous faire toutes les recommandations pour l'année prochaine. Bonjour à tous. Effectivement, ce qu'on voulait faire, c'était un peu finalement ce qu'on a pu voir dans les dépôts et nous, nos revues. Donc, comme vous le savez, maintenant, quand on revoit les états financiers, on revoit aussi la partie ESEF. Et il peut nous arriver aussi de faire des revues spécifiques sur les aspects ESEF si on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, j'ai envie de dire, ou un souci majeur. Dans les recommandations qu'on va publier là, à la fin du mois, on a à peu près 5% des sociétés sur lesquelles on a fait des recommandations pour améliorer des choses, les changer pour l'année prochaine. C'était proche de 0 l'an dernier, donc il y a quand même une progression. Et donc, les principaux points qu'on a, le premier, c'est tout ce qui est exhaustivité du balisage, où ce qu'il faut, c'est bien baliser l'ensemble des états primaires, y compris les notes de bas de page. Et c'est vrai que sur les notes de bas de page, on a souvent des éléments qui peuvent manquer. Pour le coup, quand derrière, il y a des recherches qui sont faites, c'est dommage parce que ces éléments-là ne peuvent pas remonter. L'autre élément, c'est sur tout ce qui est extension. Donc, l'extension, elle est importante parce qu'elle permet de donner un élément plus spécifique à la société, mais elle doit être rattachée. Et ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, elle est rattachée à un niveau qui peut être très haut. Par exemple, le total bilan. C'est vrai que dans ces cas-là, elle n'est pas très utilisable parce qu'on ne voit pas très bien aussi, à quoi elle se rattache. Donc, c'est vraiment important que le balisage puisse être bien utilisé et bien effectué et qu'il y ait des balises uniquement quand il y en a besoin. On a vu quelques cas où les sociétés utilisaient des balises alors que de fait, il y avait en fait l'élément dans la taxonomie. Donc, ça, c'est des choses qui se corrigent, bien sûr, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir améliorer ça. Après, ce qu'on a vu d'autre, c'est que finalement, dans les relations de calcul, on se rend compte qu'il y a certaines sociétés qui ont supprimé des relations de calcul parce qu'elles ne marchaient pas, parce que, par exemple, il y avait des problèmes d'arrondi ou de duplication. C'est vrai que dans ces cas-là, le contrôle est défaillant, mais ce n'est pas grave. En fait, si c'est une erreur d'arrondi, c'est normal. Et par contre, la relation de calcul, elle est quand même extrêmement utile pour contrôler un certain nombre de choses. Donc, nous, on préconise vraiment de les maintenir et de s'en servir. Et cette année, on a vu plus aussi d'anomalies d'unité d'échelle. Donc, par exemple, sur le résultat par action, on a eu plus de problèmes sur cet aspect-là, j'ai envie de dire, que l'année dernière.
Donc, il y a une vigilance à maintenir sur des choses qui étaient peut-être utilisées correctement. Et puis, c'est cette deuxième année où il y avait aussi, bien sûr, tout le macro-balisage. Peut-être que certains ont moins regardé ces éléments-là, mais c'est vrai que c'est important parce que si l'échelle n'est pas bonne, bah forcément… un autre élément qu'on note souvent, c'est tout ce qui est la balise des données nulles. Donc, une donnée nulle, à partir du moment où elle est équivalente à un 0, c'est important de la baliser parce que derrière, effectivement, quand la machine elle va s'en servir, si elle ne sait pas que c'est un 0, elle ne pourra pas l'utiliser. Donc, si elle a un chiffre comparable qui n'est pas un 0, ben, elle ne saura pas quoi faire. Donc, dès que c'est un 0, que ça soit dans les annexes en tiré, en NA, avec rien, c'est vrai qu'il faut le baliser. Et enfin, la dernière chose qu'on a pu voir, c'est tout ce qui est carte d'identité du groupe. Donc, il y a certaines balises qui sont obligatoires, en fait, dans la taxonomie ISF, le nom de la société, etc. Et dans ces balises obligatoires, il y en a certaines qui ne trouvent pas forcément à s'appliquer. Par exemple, le changement de dénomination sociale, ça arrive quand même rarement. Et c'est vrai que certaines sociétés ont voulu, là encore, hein, dans un souci de ne pas avoir de contrôle défaillant, créer une sorte de petite carte d'identité dans ISF avec ces éléments-là. C'est pas utile. On peut aussi rappeler dans le reporting manuel en disant finalement ça n'a pas besoin et il y a certains contrôles qui peuvent être défaillants, mais c'est normal et on est tous finalement satisfaits avec ça. Après, on l'a pas mentionné là, ce qu'on a rencontré aussi comme difficulté avec le macro-balisage, c'est finalement les balises qui sont en continuité. Donc une balise commence et elle continue finalement sur la ligne suivante, la page suivante. Il y a certaines sociétés où chaque ligne était une balise en continuité de la ligne précédente. Ça rend les fichiers extrêmement lourds. Nous, il y en a certains, on a mis plusieurs dizaines de minutes à les ouvrir. C'est vrai que dans ces cas-là, bah, ça refroidit un peu, j'ai envie de dire, l'utilisateur. Donc, c'est important peut-être de changer ça. C'est vrai qu'on était sur la première année du macro-balisage. Si on en vient aux nouveautés attendues pour 2023, donc comme tous les ans, l'ESMA a mis à jour son reporting manuel. Donc, ce reporting manuel, il n'a pas la même valeur que les RTS, donc il n'est pas finalement d'application obligatoire en fait, mais il donne vraiment beaucoup de guidance et d'éléments sur comment utiliser. Il répond à un certain nombre de questions qui sont tant de contrôle, d'application, etc. Donc, on vous invite vivement à le regarder. Il est mis à jour tous les ans avec aussi les éléments qui remontent à l'ESMA de la part de toutes les parties prenantes, utilisateurs, émetteurs, fournisseurs de logiciels. Donc, l'idée est vraiment d'améliorer au fur et à mesure du temps ce reporting manuel. Le RTS, par contre, cette année n'a pas été mis à jour. Ce qui a été considéré, c'est que finalement, il n'y avait pas beaucoup de changements dans la taxonomie et donc on n'allait pas le mettre à jour. Donc, on pourrait se dire que ça ne change rien, mais ça change quand même quelque chose parce que, en fait, quand vous faites vos comptes, vous pouvez utiliser la taxonomie de cette année et de l'année précédente. Donc, cette année 2023, comme on n'a pas le RTS 2023, vous êtes obligé d'utiliser la taxonomie 2022. Donc, pour toutes les sociétés qui auraient utilisé la taxonomie 21 l'année d'avant, il y a ce changement quand même à faire. Ensuite, si on regarde ce qui a été fait un peu plus dans le détail sur ce reporting manuel, donc il y a un exemple qui a été ajouté sur la balise IMO, y compris droit d'utilisation IFRS 16. Alors, cette balise, elle a été ajoutée dans la taxonomie 2023. Donc, si vous avez bien suivi, vous, normalement, vous ne pouvez pas l'utiliser puisqu'on n'a pas mis à jour le RTS. Mais ce qui est préconisé, c'est de faire une extension pour pouvoir finalement l'avoir parce que c'est finalement souvent enfin, une balise qui peut être utile dans beaucoup de cas par les émetteurs, donc créer une extension pour cette balise. Après, il y a eu énormément de questions à l'année dernière sur tout ce qui est macro-balisage, la multiplication des couches de balises, comment il fallait faire, etc. Donc, l'ESMA, dans son reporting manuel, a apporté un peu de souplesse ou un peu plus ouvert. Donc, elle a supprimé déjà cette balise très, très, très générale qui était principe comptable. Et après, dans les exemples qui sont donnés, elle a apporté un peu plus de souplesse en supprimant certaines balises, en donnant des exemples et en ajoutant une petite note pour dire que finalement, il y avait aussi d'autres manières de faire les choses. Voilà. Et après, là, on a remis les autres clarifications. Donc, je vais en commenter juste une sur tout ce qui est lisibilité des balisages. Donc là, pareil, l'ESMA a vraiment insisté sur le fait que les balises devaient être lisibles. On a vu l'exemple tout à l'heure avec le tableau. C'est vrai que c'est dommage finalement qu'ils ne puissent pas être lisibles. Donc, nous, on invite vraiment les sociétés à travailler sur ce sujet-là pour rendre l'ensemble de leurs balises lisibles. On voit qu'en Allemagne, ils ont l'air beaucoup plus forts. Donc, je me dis qu'a priori, c'est possible s'il y a certains pays qui y arrivent. Donc, on invite les sociétés à travailler sur cet aspect. Et je pense que là, je passe là. Oui, bonjour à tous. Donc maintenant que Marie vous a donné un toolkit sur les nouveautés
réglementaire pour cette clôture 2023, on aimerait aussi dire quelques mots des sujets de process, parce que les F, c'est un peu le dernier kilomètre de la production des états financiers, et ça a été un petit peu laborieux sur les 2 dernières années en termes de calendrier de clôture et de délai, parce qu'on travaille vous travaillez en tant qu'émetteur dans des délais très serrés. Donc, nos préconisations en termes de process, c'est bien évidemment d'anticiper les difficultés qui peuvent se présenter au moment du balisage. Et ça, vous pouvez le faire dès à présent, dès la fin de l'année, avant la clôture. Identifier donc ces nouveautés réglementaires que Marie vient de décrire qui peuvent s'appliquer à vous, mais identifier aussi les changements qui vous sont propres dès que vous faites évoluer le format de vos états financiers, états primaires ou annexes. Et bien maintenant, il faut intégrer dans la réflexion le fait que ça va de fait faire évoluer votre balisage. Et donc, il faut le prendre en compte dès vos maquettes, en fait, l'état financier. Ce qu'on vous recommande aussi, c'est de faire une analyse en mode post-mortem de votre dépôt de l'année dernière. On l'a vu, il y avait une certaine courbe d'apprentissage, encore des erreurs d'échelle, des calculs manquants dans les dépôts de l'an dernier. Donc, c'est probablement un bon exercice que de rouvrir ces dépôts de l'année dernière et de vous demander si vous pouvez compléter en fait ces dépôts et compléter le balisage par rapport à l'an dernier et remettre un peu à niveau à ce sujet. Donc, vous pouvez regarder utilement les commentaires que vous aviez échangés avec vos CAC l'an dernier pour mettre à niveau les données. Vous pouvez échanger aussi avec vos éditeurs parce que les outils s'améliorent en continu sur la production de l'ESEF. Donc, peut-être que l'année dernière, il y avait des calculs qui n'étaient pas possibles, il y avait des blocages dans les outils. Peut-être que ça s'est amélioré depuis l'année dernière. Et maintenant, vos éditeurs sont en mesure de vous compléter vos calculs. Et puis, en fonction des cas, vous pouvez aussi réaliser un dry run, donc un taxonomy package à blanc sur la base des chiffres de l'année dernière. C'est toujours un bon exercice et on le recommande particulièrement dans les cas où vous changez d'outil, ce qui arrive quand même assez régulièrement, ou alors dans les cas où vous avez des modifications significatives par rapport à votre plan de compte. Donc ça touche par exemple cette année toutes les banques assurances qui sont impactées par l'IFRS 17. Donc voilà, ça c'est un peu le panorama de déjà tout ce qu'on peut préparer en amont pour aborder la clôture avec davantage de sérénité. Ce qu'on vous préconise aussi, et là c'est un message surtout pour les émetteurs qui externalisent la partie ESEF, c'est de monter en compétence sur la maîtrise du contenu du taxonomy package. Il faut absolument éviter l'effet boîte noire où le taxonomy package il est préparé par un prestataire et il part immédiatement en revue chez vos commissaires aux comptes. Vous avez beaucoup à gagner pour fluidifier le process que de vous approprier le contenu de ce taxonomy package. Vos prestataires, généralement, vous fournissent des états de restitution, une liste des faits, où vous voyez tous les faits, tous leurs attributs, un rapport de validation qui va être similaire à celui que vous aurez lorsque vous ferez le dépôt à l'AMF. Parfois, ils vous fournissent aussi des états de comparaison entre 2 versions. Donc, on vous invite vraiment à vous approprier ces états pour monter en compétence sur le sujet et fluidifier votre process, le faciliter également. Et puis, pour tout ce qui touche les derniers jours, finalement, de la préparation de l'ESEF, on sait que les délais sont très contraints parce que pour que votre ESEF soit bien finalisé, il faut que vos annexes soient elles-mêmes finalisées. Mais vous pouvez tout à fait séquencer le travail et préparer déjà un taxonomy package avec uniquement les états financiers primaires, parce que vos états financiers primaires, eux, ils sont prêts quand même plus tôt. Et ça tombe bien parce que c'est sur cette partie-là qu'il y a le plus de sujets techniques, le plus de risques dans les attributs, les échelles, les calculs manquants, etc. Donc, on vous recommande vraiment vivement de le jouer en séquence et d'avoir d'abord un premier taxonomy package limité aux états financiers primaires, qui peut être revu en amont, et puis dans lequel on va ajouter les annexes au dernier moment, parce que là, effectivement, souvent, elles ne sont pas très en amont. Donc ça, c'est un process qui se fait très naturellement avec les émetteurs qui ont la main dans leur outil de tagging. Si c'est un prestataire qui vous fait votre tagging, c'est aussi possible, c'est juste qu'il faut l'organiser en amont
avec le prestataire pour qu'il sache que vous attendez en fait 2 versions de façon séquentielle. Donc, sur ce processus, ce qu'on a vu ici, c'est toute la partie que vous avez à gauche de l'écran. Tout ce qui va courir d'aujourd'hui jusqu'à votre date d'arrêté des comptes, puis le rapport de certification. Donc, le schéma qu'on vous montre ici, c'est un schéma très classique où vous avez le rapport de certification des commissaires aux comptes vraiment dans la foulée de l'arrêté des comptes, avec donc une formulation de la conclusion sur les comptes qui sont destinés à être inclus dans le RFA. Donc, dans ce schéma-là, les auditeurs vont conclure sur votre balisage ESEF sur la base d'une première version, d'une version arrêtée de vos comptes sociaux, comptes consolidés, mais sur la base d'un document qui ne comporte pas encore tous les chapitres du RFA et qui, bien souvent, n'est pas encore mis en forme. Et donc, votre format ESEF, il doit être parfaitement validé à ce moment-là. C'est là que s'arrêtent les diligences des auditeurs. Et c'est à partir de ce moment-là où le maintien de ce format ESEF devient la responsabilité du management. Sauf que l'histoire ESEF, elle n'est pas tout à fait finie à ce moment-là. Il vous reste encore toute la partie droite de mon écran à faire, c'est-à-dire qu'une fois que les comptes sont arrêtés, que vous avez la conclusion des auditeurs, vous continuez à travailler sur les autres chapitres du RFA et puis vous faites toutes les opérations de mise en forme, de design, tout ça passe par une agence de communication et puis vous réinjectez dans ce document, une fois qu'il est bien beau, tout mis en forme, vous réinjectez votre format ESEF. Et là, c'est votre responsabilité en tant qu'émetteur de vous assurer que ce format ESEF dans votre RFA qui est prêt à être déposé, c'est bien la même chose que ce qui a été audité juste après l'arrêté des comptes. Et c'est vrai qu'on a observé quelques cas l'année dernière où il y a eu des altérations du format ESEF entre le ZIP audité, entre guillemets, et le ZIP qui a ensuite été déposé. Donc, on vous encourage vivement à faire un contrôle sur ce ZIP que vous vous apprêtez à déposer, une comparaison de version entre les 2 ZIP pour vous assurer que c'est bien la même chose que le ZIP audité. Et puis, je pense que Marie avait aussi d'autres éléments. Sur la partie dépôt, on a aussi eu quelques difficultés. On a eu le premier, c'est 19 sociétés qui finalement nous ont déposé leur compte. Il y avait un disclaimer, ce document n'est pas la reproduction de la version déposée à l'AMF. C'est un petit peu ubuesque parce que c'est le document qui nous est déposé. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça provient justement de ce cas de sociétés qui prennent l'intégralité de ce que leur donne leur conseil et le déposent à l'AMF sans même ouvrir et regarder. Donc, on se retrouve avec une version qui est, parmi les versions, les documents, ce document qui n'a pas lieu d'être pour la version déposée. Donc, dans ces cas-là, il y a un rejet et un nouveau dépôt, mais c'est vrai qu'il y a un point de vigilance quand même. Et l'autre point finalement qu'on rencontre aussi souvent, c'est que la version officielle aujourd'hui du rapport financier annuel, c'est cette version ZIP ESEF. Et donc, il faut absolument qu'en plus d'être déposée, elle soit mise sur le site des émetteurs. Et nous, dans nos revues, on se rend compte encore fréquemment, c'est peut-être un grand mot, mais on se rend compte quand même encore qu'il y a certains cas où elle n'est pas en fait sur le site de l'émetteur, alors que vraiment, elle doit y être. Donc là aussi, on insiste sur le fait qu'il faut vraiment arriver à la mettre sur le site. Après, sur le site, comme toujours, il peut y avoir d'autres versions et justement ces versions qui ont ce disclaimer, qui peuvent être des versions PDF, des versions, etc., avec un lecteur, enfin tout ce qu'on souhaite. On a clarifié ça dans finalement nos modalités de dépôt et les nouveautés qu'on a également sur les modalités de dépôt, c'est la possibilité de déposer les RFS en format ESEF pour ceux qui le souhaitent. Donc, il n'y aura pas de contrôle de l'AMF, mais on pense que c'est important d'ouvrir cette possibilité. Elle a aussi été ouverte dans d'autres pays. On pense que ça va dans le sens finalement de l'histoire. Et après, effectivement, ce qu'on va demander aux sociétés l'an prochain, c'est de nous déposer uniquement la version officielle. Donc, jusqu'à présent, vous pouvez nous déposer et une version française et une version anglaise, par exemple. Là, ce qu'on voudra, c'est que la version française et les autres sur le site de l'émetteur avec ce disclaimer que vous retrouvez dans les instructions AMF. Et après, finalement, l'autre point sur lequel on pouvait insister, c'était qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc là, il y a des travaux en cours au niveau j'ai envie de dire de beaucoup d'instances européennes sur tout ce qui est la préparation du balisage des ESRS.
Donc, il va y avoir une première consultation de l'EFRAG sur la taxonomie, puisque là, c'est la taxonomie l'EFRAG qui fabrique la taxonomie. Puis ensuite, il y aura une consultation de l'ESMA, puisque l'ESMA sera là aussi responsable de tout ce qui est contrôle, ce qu'il faut baliser, etc., avec un projet de RTS. Donc, c'est vraiment très important. Je pense que l'ensemble des parties prenantes puissent participer à ces consultations et dire ce qu'elles en pensent, sachant que dans cette consultation, effectivement, sur le RTS, on ouvrira aussi la consultation sur la partie information financière, donc sur les comptes. L'idée étant de finalement peut-être avoir une certaine homogénéité entre ce qui sera fait sur les ECRS et sur les comptes, en tout cas quand c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme analyse? Est-ce qu'il faut des extensions? Donc, il y aura beaucoup de questions. Donc, on vous invite vraiment à y répondre. Ça sera très important, je pense, pour la suite. Le reste, c'est plutôt du classique, j'ai envie de dire. Donc, on a parlé du reporting manuel. Nous, on met toujours à jour notre page web sur le site de l'AMF où vous retrouvez les différentes publications qu'il peut y avoir et les différentes choses. Et on a toujours cette adresse si jamais vous avez des questions ou lors du dépôt ou de manière générale quand vous préparez votre ESEF. On arrive à la conclusion. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment pour le CFA, pour Alexandre, pour Marie. Donc, c'est vraiment le moment de poser vos questions. En attendant, voilà, on va conclure sur cette session. On espère que ça vous a convaincu que cet exercice ESEF que vous faites, dont on sait qu'il a été laborieux sur les 2 années qui se sont écoulées, vous avez bien vu toute l'importance de ces données. Je pense que Sandra Peters l'a bien mis en avant, hein, à la fois le besoin des analystes et la réelle utilité de ces données telle qu'elle est utilisée aux États-Unis aujourd'hui et telle qu'elle le sera demain. Alexandre a aussi parlé du premier benchmark qu'on a fait sur la base de ces données XBRL. C'est vrai que ça nous ouvre des capacités de benchmark qu'on n'avait pas du tout auparavant, notamment avec les capacités de recherche sémantique dans les annexes. Donc, ça nous ouvre beaucoup de possibilités. Donc, c'est important que le travail soit bien fait en amont pour qu'on puisse bénéficier de cet apport finalement par la technologie. Et puis, on espère aussi par ailleurs que ça vous a donné toutes les clés pour pouvoir préparer sereinement votre clôture 2023, pour pouvoir bien mettre à niveau tous vos reporting ESEF cette année. Et on espère qu'Alexandre, quand il fera la prochaine version de son observatoire, pourra nous dire qu'il observe une baisse drastique des erreurs d'échelle et des erreurs de calcul. Donc, je surveille les questions qui arrivent dans le chat. Peut-être en attendant que je vois les questions du chat. Je sais qu'on a une question qui nous arrive régulièrement parce qu'on a beaucoup parlé de lisibilité, notamment lisibilité des tableaux, hein, quand on fait des extractions de format XBRL. Là aussi, c'est un des sujets où l'ESEF est un peu une boîte noire pour les émetteurs et on a souvent la question des émetteurs de savoir comment eux peuvent voir les extractions telles que Alexandre, tu les montrais, telles que nous, on les voit. Là, il faut vraiment que vous vous tourniez auprès de vos éditeurs pour leur demander de vous donner en fait une restitution telle qu'elle est faite en extraction XBRL pour que vous soyez pas en aveugle, que vous ayez vraiment la vision de ce que rend votre tagging des annexes. Alors, je vois qu'on a entre-temps une première question sur les versions anglaises. Je ne sais pas, Marie, si tu veux répondre. La question, c'est de savoir à quand on va avoir une version anglaise obligatoire. Ça, c'est pas pour tout de suite. Après, je pense qu'Alexandre vous l'a dit qu'à un moment, il y a quand même beaucoup de choses où il n'y a plus de sujet de langue. Enfin, je le laisserai compléter peut-être, hein, mais il n'y a plus de sujet de langue quand on est sur un tag, parce qu'effectivement, une valise, ensuite, elle est dans toutes les langues. Donc, ça aussi permet, pas que l'anglais, etc., mais de faire des comparaisons avec des sociétés que jusqu'à présent, on ne pouvait pas comparer si on ne connaissait pas la langue. Je ne sais pas si Alexandre veut compléter, mais bon, je pense en tout cas, il n'y a pas pour l'instant prévu de dépôt uniquement en anglais à l'AMF. On n'y est pas encore et je pense que ça nécessite des changements de loi, etc., puisque effectivement, il y a aussi les documents qui sont présentés à l'AG, etc., donc c'est beaucoup plus compliqué que simplement le dépôt à l'AMF. Et en termes de recherche, on peut tout à fait effectuer des recherches qui vont être sémantiques, lexicales et qui vont être indépendantes de la langue. Après, en effet, dans la lecture,
va être difficile de comprendre potentiellement le polonais, etc. On peut imaginer de la traduction automatique ou des choses comme ça qui vont permettre, malgré tout, d'aller explorer plus facilement le contenu. Cela étant dit, on se rend aussi dépendant de traduction automatique externe, donc on perd un peu le contrôle aussi de sa communication dans un sens. Là, je pense que c'est vraiment un choix de l'émetteur à faire, de savoir s'il veut aussi taguer une version dans la langue du pays et une version anglaise. Et après, il y a effectivement possibilité de taguer plusieurs versions si on le souhaite, rien ne l'empêche même. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions à date, donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, on se fera un plaisir d'y répondre suite à ce webinaire. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Et la version sera, enfin, le webinaire, le replay sera disponible prochainement. Alors, pardon, entre-temps, donc il y a 2 autres questions qui sont arrivées. Donc, je vois arriver une question sur le dépôt uniquement d'une version française. Donc, ça, je pense que c'est la même. Après, ce qu'il faut clarifier, c'est que ce n'est pas une version française, c'est la version officielle. Donc, il y a certaines sociétés dont la version officielle est en anglais. Donc, c'est une possibilité qui existe, il y en a quand même peu. Mais on ne dit pas qu'il faut changer. En fait, on dit juste ceux qui en déposé 2 ne devront en déposer plus qu'une, la version officielle. Et sur leur site, ils pourront toujours mettre les autres. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre participation et puis vous souhaiter une excellente journée.